Donc, Femmes, un autre art du pouvoir pour une démocratie inclusive. Si j'avais bien lu le livre de Belinda Cannon sur le complexe de l'impostrice, évidemment, j'aurais laissé une femme animer ce débat à ma place. Mais comme on m'a demandé de venir et que c'était un sujet qui m'intéressait, je suis très heureux d'être avec vous trois, mesdames. Ma voisine de droite. Ma voisine. Ça commence bien. Ma voisine. Ouais, je commence très bien. Ouais. Kitry de Villepin, activiste. C'est comme ça qu'on te présente généralement. Et tu as eu plusieurs vies en politique. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît depuis quelques années. Tu as travaillé dans une grande formation qui, il y a encore quelques jours, nous avait prodigué un merveilleux Premier ministre, François Bayrou, puisque tu étais au Modem. Tu reviendras sur cette expérience, sur ce que ça t'a apporté. Et puis, plus récemment, tu es devenue une militante, une turiféraire de l'innovation démocratique avec des programmes comme Investi pour renouveler le vivier démocratique en France et notamment, normalement, amener plus de femmes. À tes côtés, Julia Zimmerlich, élue à Carignan, petite commune de 4000 habitants, donc légèrement au-dessus du seuil proposé par Loumir, qui est ici à côté de Bordeaux. Tu sors un livre dans quelques semaines aux éditions Actes Sud, donc je ne peux pas l'avoir là pour le coup en physique. Ah, toi tu l'as. Sur comment... Voilà. S'impliquer dans sa commune, donc c'est vraiment un petit manuel extrêmement pratique, donc une continuation de la théorie de Loumir, mais pour être transparent, tu m'as dit que tu souhaitais plus parler aujourd'hui avec ta casquette de journaliste et d'observatrice des évolutions de la vie politique. Et Camille Pouponneau, autrice de ce livre, j'aime vraiment beaucoup faire ça, Mère, le grand gâchis, qui est un récit d'une histoire... un conte de fées inversé, puisque à un peu plus de 30 ans, en 2020, tu es devenue maire de la ville où tu es née, qui s'appelle Pibrac, donc près de 10 000 habitants, à côté de Toulouse. Et donc c'était vraiment, je ne sais pas si c'est un rêve de petite fille, mais en tout cas pas loin. Et malheureusement, il y a 1 an et demi, à cause d'un certain nombre d'éléments que tu vas nous raconter, tu as dû démissionner pour aller mieux. Aujourd'hui, tu vas mieux, mais tu n'es plus à Pibrac et tu nous raconteras effectivement ce que tout cela t'a apporté. On va peut-être commencer par un petit cadrage avec toi, Kitry, si tu veux bien, sur le moment qu'on vit. On vit quand même un moment un peu particulier parce que ça fait quand même des années qu'on fait passer des lois pour arriver à l'égalité entre femmes et hommes. La loi sur la parité de 2000 n'est toujours pas intégralement respectée. Et cette semaine, le Parti communiste français a été condamné à 68 000 € d'amende. Et là, vous vous dites pourquoi? Quel est le crime de lèse-majesté? Eh bien, ils ont présenté seulement 32 hommes à côté de 35 femmes. Et donc, pour ce crime de lèse-majesté, ils ont été payés à 68 000 €. Et donc, c'est une petite anecdote pour ouvrir sur cette égalité qui va de Guingois. Alors, avant qu'on revienne sur ton expérience au Modem, je l'ai dit en 2 mots, lors des... Non, tu n'es pas obligé, c'est toi qui décides de toute façon. C'est pas évidemment le table ronde où je vais vous imposer quoi que ce soit. En 2022, tu avais, pour les législatives de 2022, tu avais eu cette idée de créer le collectif Investi pour enfoncer les portes et les fenêtres des partis qui restent une citadelle un peu assiégée et verrouillée et les forcer à s'ouvrir à d'autres profils féminins, mais en tout cas des femmes qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir sur leur liste. Est-ce que tu peux un peu revenir sur la genèse de ce mouvement et sur les freins observés qui empêchent, au fond, les femmes de s'investir en politique? Ok, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. D'abord, peut-être on va rappeler que nos grands-mères n'avaient pas le droit de vote et donc on vit dans un système institutionnel, une démocratie représentative dont les règles ont été écrites sans nous. Sans nous, mais aussi à l'époque sans les personnes analphabètes, sans les personnes qui n'étaient pas... qui ne faisaient pas partie de l'élite intellectuelle, économique. Et donc, ce dont on va parler peut-être aujourd'hui, c'est la place des femmes, mais la place aussi des personnes qui ne font pas partie de ces élites, et donc de ces règles du jeu. Et pour revenir sur ma période UDF et Modem, il y a un jour où il y aura peut-être prescription, mais en fait, c'est aussi porter sa croix pendant longtemps. C'est comme ça, on peut dire que c'est une erreur de jeunesse. Bref. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Donc, quand j'étais jeune, j'ai voulu prendre ma carte dans un parti. J'ai travaillé dans le milieu associatif pour des ONG, Greenpeace, Max Havelaar, les Amis de la Terre. Et donc, je cherchais une boutique
ou m'engager parce que j'étais très en colère au regard de ce qui se passait dans le monde politique. Et donc, j'ai choisi un milieu qui était un centre mou, un centre qui pouvait advenir, qui n'est pas devenu du tout ce qui est devenu En Marche, ni gauche ni droite, et surtout de droite. Bref, et donc je vais vous raconter en 2 mots ce qui se passe quand vous prenez votre carte dans un parti, ce qui est complètement différent de ce que vous avez vécu au niveau local. Donc c'est deux games complètement différents. Quand vous arrivez dans un parti politique, c'est une décision qui est très personnelle, très intime finalement. Il y a quelque chose qui déclenche en vous, donc c'est souvent un événement. Pour plein de personnes, c'était 2002, Jean-Marie Le Pen au second tour. Pour d'autres, ça a été des grands événements mondiaux ou locaux. Mais tout d'un coup, vous allez prendre votre carte. Vous arrivez, donc vous prenez votre carte toute seule ou tout seul, et vous arrivez dans un endroit où vous ne connaissez absolument personne, et dans une maison où des usages sont conscients et surtout inconscients, qui ont des décennies de vie derrière, et donc vous découvrez au fur et à mesure. Au début, vous avez des étoiles dans les yeux. Moi, j'ai pas fait Sciences Po, pas fait d'études de politique. Je trouvais ça impressionnant, comme ces personnes s'exprimaient bien, un regard sur le monde, un très beau verbe et tout. Et puis, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que dans ce verbe-là, il y a finalement des femmes et des hommes qui vont vivre dans un parti. Qu'est-ce qui se passe dans un parti politique ? Eh ben, c'était un glissement très fort. Avant, un parti politique, c'était l'éducation populaire. On allait apprendre à vivre en collectif, à regarder le monde, à penser le monde, à faire des propositions ensemble. Et puis, de plus en plus, les partis politiques ont externalisé la pensée politique, l'ont confiée de manière très caricaturale à des think tanks à droite, à des ONG à gauche. Et donc, on a perdu ce rôle de penser le monde et de formuler des propositions programmatiques. Donc, s'il n'y a plus ça, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste, attention, accrochez-vous, c'est passionnant, il reste les élections de sections, de fédés, de motions, de primaires, etc., etc. Et en fait, dans un parti politique, on passe sa vie à se foutre sur la gueule pour être chef de section d'un petit quartier ou d'un petit village, pour ensuite avoir la chance, parce qu'après, on se refout la gueule, parce qu'après, il y a les investitures. Et donc, les investitures, les gens s'entretuent pour être sur des listes municipales, 40e de liste, mais c'est très, très important et tout. Et on peut les comprendre. Pour la majeure partie de ces personnes, quand elles sont encore là, parce que la plupart des autres, heureusement, sont parties, parce qu'elles se sont dit, bon, finalement, ma vie ne peut pas se résumer à ça, c'est leur vie. C'est des centaines de milliers d'heures sur le terrain, à tracter, à faire la claque dans les meetings, etc. etc. Donc on peut comprendre aussi ce point de vue-là. Une des choses qui est peu dite, et ici on va se parler de la réalité, parce que sinon ça ne sert à rien de se raconter des histoires, et voilà, parce qu'on va... Dans la plupart des partis, et vous le savez certainement, il y a beaucoup de triches aux élections internes. C'est-à-dire que personne n'imaginerait, ou rares sont les personnes qui trichent aux élections locales avec une urne, un bureau de vote et tout ça. Mais dans les élections internes, on le sait, vous vous souvenez peut-être de la COCO-E à l'époque, Fillon-Copé. On se souvient aussi de Ségolène Royal et Martine Aubry à l'époque, ça a été complètement grugé. Le chien Douglas qui a voté pour Valérie Pécresse aux primaires LR. Enfin, ouais. Et donc, il faut se dire, et c'est important de le regarder, que ce qu'on ne tolère pas en politique dans les élections normales, on le tolère, et c'est une pratique de vie. Et donc, quand vous êtes dans un parti politique et que vous voyez se faire ça, d'abord, il y a les personnes qui trichent, puis il y a les personnes qui observent et qui sont témoins de ça, et ça fait beaucoup de mal. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est un peu un calvaire ce que les personnes vivent dans les partis, donc il faut avoir beaucoup d'empathie, parce que le désir de s'engager, c'est... personne ne s'engage pour devenir un sociopathe et tricher à des élections internes, ça n'existe pas. Quand on veut s'engager et qu'on prend sa carte dans un parti, c'est qu'on veut servir son pays, qu'on veut servir son quartier, qu'on veut servir le pays et le monde entier. Enfin, c'est quand même c'est extrêmement beau. Et tout ça, c'est abîmé. Et alors, en particulier, c'est abîmé aussi pour... donc ça, c'est pour tout le monde. Et pour les femmes, il se passe aussi beaucoup d'autres games. Donc, évidemment, pour avoir passé 6 ans dans un parti politique, aucune des femmes que je ne connais n'a été... enfin, toutes plutôt, donc pas aucune, mais toutes, ont vécu, évidemment, du sexisme, ont vécu aussi des violences sexistes et sexuelles, ont vécu aussi le fait de bosser comme des tarés pour élaborer des propositions, pour élaborer des conventions, et tout ça, et puis que évidemment quand il faut faire un discours, c'est le mec qui prend la parole et qui dit on va remercier Machine qui a tout préparé et qui voilà, bon bref, donc ça c'est le quotidien dans un parti politique. Et il y a un moment aussi quand on vit toutes ces expériences là, on a l'impression d'être absolument complètement toute seule et de se dire c'est moi le problème, je suis trop vulnérable, trop fragile.
Je ne suis pas faite pour faire de la politique. Et donc j'arrête. Quand ça devient trop insupportable, on sort et on s'arrête et tout. Et il se trouve que à cette époque, j'avais parlé avec plein de femmes politiques dans le champ national qui ont elles aussi arrêté. Je parle de femmes notamment de gauche. Ou écologistes, et j'ai été les voir en disant écoutez, là il y a un problème, c'est que aujourd'hui, donc on est dans une phase où il y avait énormément de manifestations, les marches pour le climat, où il y avait plein de jeunes, mais plein de femmes et jeunes femmes. Il y avait les marches Nous Toutes à l'époque, donc je voyais plein de jeunes comme ça à fond, et personne n'allait prendre sa carte dans un parti, personne n'avait même l'idée, et parce qu'en fait, qui veut aller dans ces endroits-là dysfonctionnels, profondément dysfonctionnels? Et donc j'avais été les voir en disant il n'y a personne derrière vous, mesdames. En fait, personne ne va venir, il n'y a pas de relève. Et vous êtes partis, donc vous aussi, vous validez le message que notre place, à nous toutes, n'est pas dans le champ politique. Et donc, on s'est dit qu'on allait monter, pardon, ma réponse est très longue, à une promo qui s'appelait Investi, 70 femmes engagées dans la société civile, activistes sur toutes les thématiques dont on a besoin aujourd'hui dans les institutions, de se dire, OK, on va investiguer les freins, ce qui nous empêche, ce qui nous entrave, ce qui nous fait du mal, et on va travailler dessus. Et comme on ne pouvait pas être des millions de Françaises dans cette petite promo, c'était juste par bouche à oreille, on a documenté. Malheureusement, le site est tombé, mais si vous voulez m'écrire, je vais vous envoyer. On a rédigé un document de 387 pages, qui est le résumé de 2500 pages, d'ateliers qu'on a fait, d'interviews, de masterclass avec des femmes politiques, mais aussi des journalistes, bon, bref. Voilà. En gros, l'idée, c'est un peu comme une recette de grand-mère. C'est que, en fait, si on regarde la question de l'engagement politique toute seule, c'est cuit. On ne s'en sortira pas. Une personne qui arrive dans des modalités collectives, ça ne peut pas fonctionner. En revanche, si on commence à regarder la question à plusieurs, si on commence à s'entraider, si on commence à faire des cercles pour se dire qu'on n'est pas toute seule face à cette violence qui s'exprime en politique, et ben ça peut tout changer. Et donc, tu veux m'arrêter? Non, non, tout va bien. Mais tu as le droit de m'arrêter parce que la parole doit tourner. Mais je ne pratique pas le m'interrupting, mais juste pour renvoyer vers Camille, je voudrais qu'on revienne sur cette étude. Non, garde ce micro. Sur les 1000 réponses à l'étude que vous aviez eues au sein d'Investi, est-ce que tu peux juste nous lister les principaux freins? Tu es revenu sur, évidemment, les violences sexistes et sexuelles, le sexisme, le climat pénible qui existe dans beaucoup de formations, mais ce n'étaient pas les seuls freins évoqués par les femmes pour les empêcher de s'engager en politique. Donc je sais que tu les as listés et je veux bien juste qu'on en dise quelques mots. Il y a évidemment la question de la vie perso, parce qu'en général, les femmes engagées sont engagées dans leur vie professionnelle, dans la vie associative. Rajouter à ça un engagement politique, les semaines faisant 7 jours et les journées 24 heures, c'est très compliqué. Voilà. Il y a aussi la question de l'injonction au militantisme, être disponible tout le temps, ne jamais faire de pause. Salomé Saké en a parlé aussi, c'est qu'à la fois les enjeux sont tellement graves et tellement compliqués, comment est-ce qu'on peut s'accorder des pauses? Et puis aussi, j'imagine que vous allez en parler en tant qu'élu local, mais ça, donc, je vais vous le laisser. Donc les horaires, le rythme de vie, le problème aussi d'offres politiques. Je m'engage, mais je m'engage où? Et c'est en ça que les partis... Enfin, j'y reviendrai plus tard, on s'en fout, pardon. Le problème de compréhension de quelles sont les règles du jeu en politique. Et plus on creuse, plus en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de règles. Il peut y avoir quelques règles écrites, par exemple les investitures. En général, il n'y en a pas. Il y a aussi la question du cyberharcèlement, évidemment, de la menace. Les journalistes féminines sont très mises en cause et vivent du cyberharcèlement. C'est exactement la même chose dans la vie. La silenciation des femmes engagées, que ce soit en politique ou dans le monde associatif, c'est exactement le même problème. Et tant que les partis politiques ou les organisations continueront à laisser ces femmes engagées à se prendre des tonneaux, des trompes de menaces de mort, ça ne va pas le faire en fait. Donc si vous allez chercher une femme crédible sur le terrain de la société civile, que vous lui donnez une investiture, et le minimum c'est de lui offrir une protection et de prendre en charge, puisque finalement vous avez bénéficié de son expérience et de son travail, de prendre en charge sa défense sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour ce point. Sur effectivement l'ensemble des freins. On va essayer de confronter ce que tu vis à l'expérience que vous avez vécue, Camille, dans ce livre, Mère, le grand gâchis. Donc c'est un récit très personnel qui s'ouvre sur le fait qu'il y a 7% des maires qui ont été élus en 2020 qui avaient déjà démissionné en 2024.
beaucoup sans en faire la publicité. Beaucoup parce que finalement ils trouvaient que ça gagnait pas assez et allaient retourner dans le privé. Un certain nombre parce qu'ils étaient rattrapés par un cumul des mandats parce que évidemment comme ils prenaient leur activité de maire par-dessus la jambe, ils allaient ailleurs. Vous c'est pas pour c'est pour aucune de ces raisons-là, c'est parce que votre activité devenait trop compliquée, trop chronophage et vous vouliez publiciser la surcharge mentale, pas quasi, le burn-out que vous avez mené cette élection. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé de publiciser ça et pas juste de dire je démissionne et je m'en vais ailleurs? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être à Bordeaux, même si pour une Toulousaine, ça me fait toujours mal de dire ça. Vous avez quand même une jolie ville. Donc, pour répondre à cette question, peut-être, si vous me permettez quand même de compléter 2-3 points. En effet, le nombre de maires qui ont démissionné depuis le début de cette mandature n'a jamais été aussi élevé. C'est 4 fois plus que les 3 dernières mandatures. Donc, c'est pas juste une petite modification, c'est vraiment massif. Hein. C'est 4 fois plus que les 3 dernières mandatures sur cette mandature. Et la raison principale, c'est pas la mienne, mais je la donne parce qu'il y a des études sociologiques très intéressantes qui ont été faites, c'est globalement la difficulté de mener une équipe et les relations humaines au sein d'une équipe. C'est la raison numéro 1 qui est invoquée par les personnes démissionnaires. Mais je vais pas détailler ce point parce que ça ne me concerne pas en l'occurrence. Alors en effet, j'ai démissionné en octobre dernier, ça va faire presque 1 an. J'ai démissionné après 10 ans de mandats locaux, puisque avant d'être maire, j'ai été conseillère départementale de Haute-Garonne. J'étais la Benjamine à 26 ans, la première, la plus jeune femme de cette assemblée départementale. Ensuite, je suis devenue maire de ma commune. Comme je suis contre le cumul des mandats, j'ai renoncé à ce mandat de conseillère départementale. Et donc, on peut dire que j'ai fait 10 ans de mandat local. Et j'ai démissionné en octobre dernier parce que, en effet, j'étais au bout de ce que je pouvais endurer physiquement et mentalement. L'étape d'après, c'était que j'allais m'écrouler physiquement et partir en maison de repos. Donc j'ai choisi la vie parce que j'aime profondément la vie. Et quand j'ai rédigé en fait le mot explicatif que j'ai mis sur les réseaux sociaux, j'ai parlé de santé mentale et j'ai parlé de mon épuisement physique et mental. Et il y a eu énormément de réactions parce que c'était peut-être une des premières fois où ces mots-là étaient posés comme raison d'une démission. Et j'ai eu énormément de sollicitations de journalistes, notamment parisiens. Je fais une parenthèse, mais donc j'explique que je suis au bout, que je vais tomber, mais tout le monde voulait m'avoir le lendemain sur le plateau télé en direct. J'ai dit, mais c'est pas un coup de com' en fait, je suis à bout, laissez-moi le temps de reprendre un peu de force. Ça c'est juste pour l'anecdote, pour comprendre aussi comment le champ politique et le champ journalistique fonctionnent entre eux, parce qu'en fait ils pensaient que c'était un coup de com' quand j'ai écrit ça, alors que moi j'étais vraiment au bord de tomber. Et du coup, je me suis dit, ok, si ça surprend autant, si ça a l'air tellement décalé, alors que moi, je disais juste en peu de phrases ce que je vivais et pourquoi j'ai démissionné, je me suis dit, bah, il faut que je l'explique. Et il faut que je l'explique surtout pour une seule raison, et c'est aussi pour ça que je suis là, parce que c'est encore compliqué de parler de tout ça. J'avais 30 ans, je voulais changer le monde et je suis d'accord avec ce qu'a dit Kittori. Je ne me suis pas engagée ni pour le fric, je gagnais 1 127 € à la mairie. Je ne me suis pas engagée pour la gloire, on m'emmerdait à longueur de journée. Je me suis engagée parce que j'aimais profondément mon territoire, parce que j'aimais profondément les gens et parce que j'avais envie de changer ma commune. Et je me dis, si des jeunes à 30 ans qui ont la foi, qui renoncent à une vie personnelle, parce que là, vous n'avez plus de vie perso, qui renoncent à une vie professionnelle, parce que vous renoncez à votre carrière quand vous êtes maire d'une ville de 10 000 habitants. Si des personnes comme ça, qui s'engagent, ont les pieds coupés, n'ont plus d'énergie, n'ont plus envie, c'est quoi l'avenir demain ? C'est quoi l'avenir demain ? Parce que chez les maires, je vous donne un chiffre, les maires de moins de 40 ans, c'est moins de 4% de la population des maires. Voilà, le profil type du maire, il a plus de 60 ans, il s'appelle Philippe ou Alain, et c'est un monsieur. Voilà.
Et du coup, voilà, j'ai juste voulu témoigner, malgré le fait que je pense que c'était pas du tout une bonne idée pour mon état mental. Mais je l'ai fait parce que je crois que personne ne me... Enfin, je le dis ici devant une salle qui est beaucoup plus en alerte, mais je pense que, à force de répéter, le maire est l'élu préféré des Français, il est à portée d'engueulade, patati patata. Oui, mais en fait, je crois qu'on ne mesure pas à quel point notre démocratie locale est en danger. Et c'était un signal d'alerte que j'ai voulu rendre public pour qu'on redonne la puissance au terrain, au local, parce que c'est ici, et j'y reviendrai, que se construisent les politiques de fraternité. Et c'est une valeur républicaine qui est trop souvent oubliée dans nos politiques publiques. Alors, vous faites un récit édifiant de votre mandat. Vous êtes la première femme élue à la tête de Pibrac. Vous aviez fait Sciences Po, vous aviez été élu local avant. Et là, évidemment, vous sentez les yeux braqués sur vous parce que vous avez une espèce de triple peine. Vous êtes une femme, vous êtes jeune, vous êtes de gauche, donc vous savez que vous allez être surattendue au tournant. Et résultat, justement, pour surmonter ce complexe d'impostrice, vous allez ingurgiter des rapports pour être incollable et pour faire en sorte que quand Jean-Michel, dont on a tant parlé depuis le début de la journée, veuille vous montrer que vous n'êtes pas au courant, voilà, donc vous allez commencer à tout lire sur la voirie, sur les composantes des routes, sur les questions de sécurité, etc., pour être toujours irréprochable. Mais résultat, les 35 heures, en général, étaient atteintes le mardi soir. Parfois le mardi midi, ouais. Parfois le mardi midi, voilà. Donc c'est ça qui va être compliqué. C'est 4 ans vraiment à ce rythme-là, ce qui évidemment est aussi très compliqué financièrement, puisque vous l'avez dit, on parle des élus qui se gavent de la République, mais enfin on oublie de dire que 1127 €, ça reste raisonnable. Pour revenir sur le thème de la table ronde, à savoir la question de la femme et du pouvoir, vous m'aviez dit, si on m'avait demandé si le fait d'avoir été une femme avait une importance, j'aurais répondu non en 2020 quand j'ai été élu, avec 64% des voix. Et j'aurais encore répondu non avant de démissionner. Maintenant que j'ai le recul, je dis que si, ça avait une importance. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'il a fallu du temps pour que ça mature, oui, et quelle différence ça a? J'étais dans le déni complet. En fait, ce qui se passe quand une femme prend des responsabilités politiques, c'est qu'elle ne veut surtout pas passer... disons qu'elle essaye de se fondre dans l'environnement dans lequel elle est. Et du coup, moi, alors malheureusement... Ouais, j'avais souvent des talons, des robes colorées, tout ça, donc on voyait bien que j'étais une femme, mais globalement, vous adoptez un comportement qui est similaire à votre environnement, et donc je n'ai jamais revendiqué le fait que j'étais une femme comme un argument politique, et surtout à aucun moment voilà, j'utilisais cette différence comme un sujet politique, et donc je pense qu'à force j'avais fini par moi-même me persuader que ça ne changeait absolument rien dans l'exercice de mon mandat, ce qui est totalement faux, parce que d'abord pendant la campagne des municipales, mon adversaire m'appelait la gamine. Voilà, donc bon, en fait, la réalité, ce que j'ai très mal vécu et que j'ai ressenti très vite, c'était mon jeune âge. Ça a vraiment été un sujet. Ça a été un sujet pendant la campagne, ça a été un sujet après. Et en plus, donc, en effet, j'étais une femme. Et surtout, moi, j'avais grandi dans un environnement pour lequel il y avait pas, c'était un non-sujet. J'ai grandi dans un environnement. On est 4 filles à la maison. Mon papa était très présent. Il faisait autant que ma maman. C'était pas des militants, mais c'était des militants pragmatiques dans leur quotidien. Et en fait, j'ai découvert que ça changeait quelque chose dans les yeux des gens. Et c'est pour ça, ça m'interpellait ce que disait Guitry tout à l'heure. Je pense que le champ politique n'est pas déconnecté du champ de la société, en fait, et qui n'est que le reflet de la société. Et moi, ce que je vivais politiquement, c'était surtout le regard de toutes ces personnes qui me renvoyaient le fait que, vu mon âge et vu mon genre, c'était un peu bizarre que je sois à cette place-là. Et puis, de toute façon, j'allais tomber enceinte. Et puis, alors, au début, c'était ça l'inquiétude. Mais quand même, vous allez tomber enceinte, comment vous allez faire pendant le mandat? Et après, pendant le mandat, c'est oh, mais vous n'êtes toujours pas enceinte, vous n'allez pas construire de vie de famille. Enfin, voilà. Donc, ma vie personnelle, tout ce qui était relatif au fait que je sois une femme, était commenté à longueur de journée. La taille de mes jupes aux enterrements, quand même, elle était un peu courte pour un enterrement, sa jupe. Voilà. Donc, c'est vrai que, et malgré ça, j'étais dans le déni. Et en fait, il m'a fallu m'écrouler pour me rendre compte que tout ce travail que j'ai abattu, c'était pour faire taire toutes ces bouches
Voilà. Et qu'en fait, à chaque fois que j'ouvrais la parole, je voulais qu'on dépasse le fait que j'avais une jolie robe, un joli sourire, parce que ça, j'y avais le droit toutes les heures, et que en fait, je savais aussi parler de fond, j'avais aussi une vision de ma commune, j'avais aussi, voilà, un petit peu quelque chose dans mon cerveau, quoi. Et du coup, ça m'a épuisée. Et c'est en fait, aujourd'hui, oui, c'est une grande partie de ce qui a concouru à mon épuisement, alors que j'étais dans le déni. Gardez peut-être encore le micro si vous voulez bien. On va évidemment pas essentialiser et associer certaines valeurs aux femmes et d'autres aux hommes, mais dans la pratique du pouvoir, je vous ai demandé si, avec le recul, vous voyez une différence importante entre femmes et hommes, et vous m'avez dit, oui, en fait, les femmes, on parle quand on a quelque chose à dire. Est-ce que vous pouvez vous auto-commenter ? Oui, parce que toute femme qui a été élue locale connaît ces assemblées interminables où on écoute les orateurs parler et que chacun répète la même chose qui vient d'être dit avant. Et en fait, voilà, c'est tout juste pour prendre le micro. Et nous, on le fait. Enfin, on va pas dire qu'on le fait jamais parce que voilà, mais c'est très rare, quoi. Je veux dire, quand une femme, elle demande la parole dans une assemblée délibérante ou quand elle dans une réunion, c'est pour dire quelque chose. C'est pas pour dire oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alain. Je rajouterais même que voilà. Et ça, c'est vrai. Mais malgré tout, depuis qu'on s'est eu au téléphone il n'y a pas longtemps, j'ai quand même aussi réfléchi. Et je pense qu'il y a une pratique du pouvoir qui est différente, parce qu'il y a une phrase qui revenait souvent, c'est oh, mais il ne faut pas mettre de l'affect, Camille. Mais tu y mets trop de cœur, Camille. Voilà. Et cette question de l'affect, du cœur, malgré tout, elle revenait très souvent. Elle revenait vis-à-vis des collègues élus, mais elle revient aussi très souvent sur des femmes dirigeantes à des postes de directrice territoriale dans l'administration, etc. Ah, ça là, le management à l'affect, hein, c'est pas bon. Voilà. Donc en fait, globalement, oui, je pense que dans la pratique du pouvoir, on a un rapport à l'affect différent, on a un rapport à la vulnérabilité. J'ai beaucoup aimé le fait que Kitry utilise ce mot qui est différent. On a une capacité à aussi le verbaliser peut-être un petit peu plus, et du coup, on nous fait comprendre que c'est pas en adéquation avec voilà, les codes de ce monde-là. Mais si c'était à refaire, alors là, pas demain, mais si c'était à refaire, est-ce que vous assumeriez plus justement cette vulnérabilité en disant, mais en fait, c'est vous qui êtes dans le faux, vous êtes des cyborgs, et en fait, la vie, c'est pas comme ça, c'est très bien, c'est très positif d'avoir des émotions. Est-ce que du coup, vous réussiriez aussi à mettre cette côté de syndrome de l'impostrice de côté pour vous aussi? Ah non, vous ne pourriez pas vous présenter à d'autres élections parce que vous êtes contre le cumul des mandats, mais pour avoir une activité privée à côté. Je voudrais que vous regardiez quelque chose. Aujourd'hui, je suis venue sans papier et sans notes, et ça, c'est une victoire incroyable sur le syndrome de l'impostrice. Voilà. Donc, je travaille, c'est un travail permanent. Oui, je ferai complètement les choses différentes. Quand j'ai annoncé ma démission, ça a été extrêmement violent. Ça a été préparé avec mon équipe pendant 2 mois. Par contre, la communication, elle a été faite un jeudi soir, et le vendredi midi, j'étais partie. Donc ça a été, moi j'ai eu besoin de ça pour le gérer, je n'ai pas su le gérer autrement, mais je vous laisse imaginer la violence pour les gens avec qui je travaillais, pour les habitants, j'étais quand même très présente sur le terrain, et je pense que tout le monde est tombé des nues, vraiment, parce que ma vulnérabilité, à aucun moment je l'ai exposée, et aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais différemment. Je dirais oui, là c'est dur, oui, là j'y arrive pas, oui, là vous m'en demandez trop, oui, là j'ai besoin de repos, mais malgré tout quand même, parce que tout ce que je développe dans le livre, c'est que ce qui m'a épuisée principalement, c'est le sentiment d'impuissance que j'avais dans l'exercice de mes fonctions. Et malgré tout, avec le point de vigilance que je vous ai dit dans la préparation de cette table ronde, c'est que quand on expose trop la vulnérabilité, notamment sur le fait d'avoir des marges de manœuvre restreintes, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, les maires ont un pouvoir qui est de plus en plus restreint. Le pouvoir est ailleurs. Et à force de dire qu'on ne peut pas, on n'a pas forcément la solution, on n'a pas d'argent, eh bien aussi on dévalorise la capacité qu'a le politique à changer les choses. Et du coup, ça envenime aussi la défiance démocratique. Donc c'est quand même le point de vigilance.
pour faire un point... Allez-y. Pour faire un point vers Julia qui va nous parler des listes citoyennes, il y a aussi quand même faut aussi responsabiliser les concitoyens, les électeurs, les électrices. Ce que vous racontez, c'est qu'aussi beaucoup de gens attendent beaucoup trop des élus et respectent pas, je veux dire, la question de l'atteinte à votre vie privée. Il y a cette petite anecdote qui m'a beaucoup marqué dans le livre où, en gros, vous bossez 150 heures par semaine et c'est fatigant. Et à un moment, vous partez 3 semaines en vacances. Et comme vous êtes toute seule... 2 semaines. 2 semaines. Ah là. Et donc vous mettez le message d'absence qu'on connaît. Hein, c'est la première fois de ma vie. Voilà, ouais, sur nos messageries, vous mettez ce message d'absence. Et là, vous recevez quand même des mails. Et il y a quelqu'un qui vous écrit sur votre mail perso en disant bon j'ai vu qu'il y avait la mairie répondait pas, donc je vous écris sur votre mail perso. C'est pas urgent, mais je tenais quand même à ce que vous le sachiez que bon y a un petit problème de voirie pour lequel vous pouvez sans doute rien faire, mais je voulais vous informer. C'est quand même assez terrible, je veux dire, en termes de mauvaise éducation civique de vos élus qui vous mettent une pression absolue. Oui, alors après, le livre est truffé d'anecdotes dans ce sens, parce qu'en effet, vous sortez la poubelle, vous êtes interpellé, vous allez courir, vous êtes interpellé, vous allez au supermarché, vous êtes interpellé, et en même temps, c'est la richesse de ce mandat qui est que vous vivez avec les gens, que vous êtes à portée d'engueulade, mais c'est vrai qu'en fait, quand même, globalement, on a une démocratie qui idéalise ses représentants. On a une démocratie représentative qui pense qu'il y a un homme et une femme providentiels, on reproche aux élus d'être hors sol, mais on a des comportements avec eux qui fait qu'on les prend pas pour, qui font qu'on les prend pas pour des gens normaux comme nous en fait, comme les citoyens. Et donc en effet, ce type de mandat fait que vous appartenez à tous tout le temps et que vous n'êtes plus comme tout le monde. Alors qu'en fait, on vous demande d'être comme tout le monde. Donc il y a quand même des injonctions contradictoires. Julia Zimmerli, pas facile de passer en arrière. Donc bon. Vous parlez en tant qu'ancienne journaliste, mais vous avez aussi été élue. Vous aussi, il faut quand même dire que vous avez grassement vécu sur la bête publique, puisque pendant 2 ans, vous avez travaillé à mi-temps pour une rémunération coquette de 200 € par mois. Et voilà, vous avez décidé de faire autre chose. Peut-être juste d'abord un commentaire sur ce que vous venez d'entendre. Ouais, merci pour ce témoignage. En fait, on m'a transmis, quand tu as annoncé ta démission, on m'a transmis ton poste et je me souviens du moment où je l'ai lu. J'étais chez moi dans mon canapé, je me disais waouh, ouais, c'est ça. En fait, tu mettais des mots en fait sur des choses que moi j'ai pu vivre ou que j'ai pu observer aussi chez d'autres élus. Des hommes aussi qui s'autorisent pas en fait, hein, c'est ça qui est dramatique en fait, qui s'autorisent pas à ressentir en fait leurs émotions, et c'est ça moi que je trouve hallucinant quand on est élu à une échelle comme ça sur la commune, et surtout le poste de maire, les émotions n'existent pas. Enfin, c'est interdit en fait d'avoir des émotions. Et moi j'ai vu mon maire parfois se prendre des charges mais énormes, et enfin je veux dire qui aurait pu juste mettre un stop, quoi, mettre une limite à la personne qui est en face, parce que en fait il y a des habitants qui ne se rendent pas compte, quoi, qui prennent les élus pour des punching balls, qui vont leur demander de régler tous leurs problèmes du quotidien, d'aller reboucher le trou qui est devant chez eux, d'aller ramasser les déchets qui ont été déposés devant chez eux. Et en fait, je plaide pour qu'il y ait plus de place en fait en politique, et surtout à cette échelle locale qui moi me parle plus, parce que c'est celle que je connais, qui me semble aussi très accessible. Moi, j'habite dans une petite commune de 4000 habitants. Alors c'est déjà pas mal, hein. Juste un chiffre pour rappeler, 78% des communes en France font moins de 1000 habitants. Donc c'est quand même ça, surtout la réalité quand on est élu local, c'est majoritairement dans des toutes petites communes. Et donc c'est sûr, on connaît tout le monde, parfois on a grandi là, on est copains avec une partie au moins de la population, et on vit ensemble en fait. Et c'est pas parce qu'on devient élu qu'on devient un être à part entière, et surtout qu'on doit s'autoriser d'avoir ce type de comportement avec nos élus. Donc ça, je pense qu'il y a un gros travail collectif là-dessus. Après, pour avoir beaucoup échangé avec des élus locaux dans des toutes petites communes, tout le monde, ils ont tous leur lot d'habitants relous, ceux qui vont se permettre de vous appeler un dimanche après-midi, ceux qui vont se permettre de vous demander de régler donc tous leurs problèmes du quotidien un soir à 11h, ceux qui, alors qu'on est en train de boire un verre à la buvette tranquillement, vont venir encore
remettent toujours le même sujet. Donc c'est ceux qu'on va retrouver aussi dans toutes les instances de participation citoyenne, qui vont être toujours là et qui vont venir, véridique, alors il s'appelle pas Jean-Michel, mais moi c'est Michel, voilà, qui venait toujours avec tout son dossier, qui connaît tout l'historique de la commune et qui est là à vouloir régler tous les dossiers avec moi, alors que moi j'ai pas cet historique-là. Donc voilà, c'est ça le quotidien, et c'est essayer aussi de se rappeler que juste les élus sont des êtres humains à part entière et qui sont dotés d'une sensibilité. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, en tout cas, laisser plus de place aux émotions, à la vulnérabilité. Ouais, j'aime beaucoup qu'on évoque ce mot-là aussi, à notre fragilité en tant qu'être humain. Et après, sur les freins que tu as pu évoquer, Kitri, il est certain que c'est très compliqué en fait de s'engager pour sa commune. Bah oui, quand on est une femme. Moi, personnellement, j'ai eu un bébé 2 semaines après les élections. Alma, qui est par là-bas, là, qui m'a fait un petit coucou. Voilà. Donc, elle a 5 ans et demi. C'est l'âge du mandat, quoi. Voilà. Et en fait, c'est dommage, en fait. On ne rend pas accessible la vie locale et la vie d'élu à des femmes. Voilà. Moi, j'avais 36 ans. Alors, moi aussi, j'ai eu cette question de l'âge. Moi, j'étais très investie sur la question des déchets, et donc j'ai voulu être déléguée dans le syndicat de déchets qui gère les déchets sur mon territoire. Première assemblée générale, j'arrive en retard parce que j'arrivais du boulot, j'avais allaité Alma juste avant d'aller à la première assemblée pour les élections. J'ouvre la porte, et donc effectivement que des Alain, des Jean-Michel, que des hommes blancs âgés. Et je voyais bien qu'on ne faisait pas partie du même monde et qu'on n'avait pas les mêmes représentations du monde, et que ça allait être difficile pour moi. Et ça aussi, peut-être on l'évoquera tout à l'heure, c'est comment, en tant que femme, quand on veut s'investir à l'échelle locale sur un poste d'élu, c'est comment on va aller chercher des alliés. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile de trouver ma place dans ce monde-là, d'oser prendre la parole. Alors, je me reconnais complètement dans le témoignage de quand je levais la main pour poser une question, j'essayais de travailler ma question pour que ça soit pertinent, pour essayer d'apporter quelque chose au débat. Et puis en fait, je me suis vite rendu compte que finalement, le jeu ne se jouait pas dans cette assemblée. En fait, le jeu se jouait ailleurs. Il se jouait dans le bureau, en tout cas, avec les présidents, les vice-présidents dans ces instances, et que c'est là, en fait, que vont se prendre les décisions, et que si on a vraiment envie d'influer sur la politique, la direction, en tout cas, d'un syndicat, quel qu'il soit, hein, ça peut être le déchet, syndicat des eaux, il y a toutes ces compétences qui sont gérées à l'échelle communale et intercommunale. En fait, en gros, il fallait remettre encore un jeton dans la machine pour y passer encore plus de temps, quoi. Et à un moment donné, c'est là aussi où il y a une limite. Moi, j'ai été simplement conseillère municipale. Je n'étais pas du tout sur un poste de maire, donc c'est déjà beaucoup moins impliquant. J'avais une délégation donc aux transitions. Et donc, effectivement, j'y ai passé un mi-temps pendant 2 ans. J'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai trouvé aussi que c'était une expérience qui est transformatrice, à tel point que moi, je me suis vraiment passionnée pour ces sujets-là, de comment on construit la politique publique, comment on fait société ensemble. Et à un moment donné, effectivement, moi, je me suis mise un petit peu en retrait par rapport à cette délégation. Donc, je suis toujours conseillère municipale, mais je me suis dit, mais en fait, j'y passe trop de temps, et mon énergie, là, elle est mal utilisée. Il y avait pour moi, en tout cas, trop de frustration. Et donc j'ai décidé d'aller plus loin, et donc j'ai carrément opéré un switch, c'est-à-dire qu'avant j'étais donc journaliste pendant plus de 10 ans, et là je suis rentrée en fait en tant que technicienne, en tant qu'agent de service public. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans dans un autre syndicat de déchets, parce que je me suis dit que c'est là que j'aurais certainement le plus d'impact. Donc ce qui me semble important quand même de dire, et c'est ce que je raconte dans ce livre, quand même pour faire le lien, c'est qu'il y a plein de manières de s'engager sur sa commune, et c'est ça, moi, ce que je raconte dans ce livre. Que évidemment, on peut y aller en tant qu'élu. On peut aussi y aller rejoindre une dynamique de liste sur sa commune. On peut se rapprocher d'une liste, qu'elle soit citoyenne ou pas, mais en tout cas, on peut se rapprocher d'une liste dans sa commune. Mais on n'est pas obligé d'être candidat, et on peut avoir un rôle extrêmement important. Toutes ces listes qui sont en train de se constituer, elles ont besoin de vos idées. Elles ont besoin de votre expertise en tant qu'habitant et habitante de votre commune.
Et elles ont besoin de soutien. Il va falloir aller porter ces projets politiques, il va falloir aller porter votre vision du monde en allant faire du porte-à-porte. Donc ça, c'est une manière de s'engager. Et puis après, il y a plein d'autres manières de s'engager en fonction du temps dont vous disposez, en fonction de ce que vous avez envie de vivre, en fonction des sujets qui vous animent. Parce que là, on vous parle un peu des difficultés du terrain, du quotidien en tant qu'élu. Mais il y a aussi beaucoup de joie, en fait, dans ces mandats. Il y a aussi beaucoup de joie dans le fait de s'engager pour sa commune, d'aller à la rencontre de ses voisins, d'aller à la rencontre d'autres parents d'élèves si vous êtes parents d'élèves, et de s'engager dans les associations. C'était évoqué sur la table ronde précédente. Là, il y a un témoignage que je trouve génial. J'ai échangé cette semaine avec une autre maman d'élèves sur ma commune qui me disait qu'elle avait envie de reprendre l'association des parents d'élèves parce qu'elle sent qu'il y a un racisme qui est en train de s'installer au sein de l'école. Il y a des discours racistes qui commencent à émerger. Bon, elle dit qu'il est hors de question de laisser progresser ces idées-là sur notre commune. Et donc, je trouve que ça fait écho par rapport à la conférence de tout à l'heure. C'est comment on regagne du terrain sur les idées, comment on réaffirme nos valeurs de laïcité, d'acceptation des autres, de vivre ensemble. Et ça peut se faire au travers d'un engagement dans l'association des parents d'élèves de sa commune, quoi. Et puis, si vous avez très peu de temps à consacrer à votre commune, il y a aussi de participer à des instances de participation citoyenne. Alors on a l'impression que peut-être c'est pas beaucoup et que ça va pas changer grand-chose. Détrompez-vous. En fait, c'est ça la démocratie. C'est ça faire vivre la démocratie au quotidien. C'est aussi contribuer dans ces instances. Alors parfois, ça peut être des conseils de quartier. Si vous êtes sur une toute petite commune, ça peut être des commissions extra-municipales. C'est comme ça qu'on les appelle. Alors après, ça va dépendre de la qualité de vos élus. Est-ce qu'ils font bien vivre ces commissions extra-municipales? Est-ce que vous avez une vraie marge de manœuvre? Et ça, c'est un peu le loto, quoi. Malheureusement, ça dépend de là où vous vivez. Et puis après, il peut y avoir aussi juste voter, hein, par exemple, quand il y a des budgets participatifs, voter pour le projet qui vous parle le plus. Et donc c'est ça, moi, que je raconte dans ce livre, c'est toutes les manières de s'engager et de faire vivre cette démocratie au quotidien. Et pour terminer, peut-être une petite anecdote. Je me suis amusée à regarder quelle était la répartition homme-femme des témoignages qui sont dans ce livre. Et donc, il y a 80% de témoignages de femmes. C'est peut-être mon prisme, mon biais à moi, d'être allée vers plutôt des témoignages de femmes. Mais autre petite anecdote, ce matin, je proposais un atelier autour de l'engagement à partir donc, du livre. Et il y avait un homme pour 17 femmes, je crois, plus mon fils, voilà, qui permettait de remonter un peu l'équilibre. Mais voilà, tout ça pour dire que, pour atterrir quand même sur notre sujet, qui est le pouvoir au féminin, c'est que je crois qu'on amène, et sans vouloir essentialiser encore une fois, parce qu'il y a plein d'hommes qui font ça aussi, mais il se trouve qu'on est plus de femmes à le porter, on amène une nouvelle manière de faire, quoi. On va vers la coopération. Et on a envie, en tout cas, de faire avec les autres, et ce que moi j'ai essayé de faire. Merci beaucoup. Alors, je vois le temps qui file et je vous rassure, comme à chaque conférence, on va vous donner la parole, mais il y a énormément de convergence sur le diagnostic, porté notamment sur la dramatique absence de s'autoriser à être un peu vulnérable, qui trie de façon très pragmatique. En 2026, il y a des élections. Il y a des élections locales, il y a encore énormément de femmes qui vont s'auto-censurer. 26 ans après la promulgation de la loi sur la parité, et Julia, c'est toi qui me l'avais rappelé, les communes de moins de 1000 habitants, donc tu m'avais dit 72%, mais peut-être 72% des communes de France vont s'ouvrir à la parité. Donc ça veut dire qu'il y a tout d'un coup, on va devoir désigner des milliers de candidates. Comment faire en sorte que ce ne soit pas des candidates pour faire liste, mais pour faire différemment? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces milliers de femmes qui s'auto-censurent avant de sauter le pas des élections? J'ai envie de leur dire beaucoup de choses, surtout bon courage. Je fais partie de ces femmes qui s'interrogent sur c'est quoi l'échelon où on est utile. L'échelon national, 24, le risque d'extrême droite, le NFP, on s'est tous et toutes battus jour et nuit, à plus dormir, à plus voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour sauver le pays. Il se trouve qu'en 2027, il y a une probabilité et une très grosse menace que ça passe à l'extrême droite, et on fera tout, évidemment, toutes et tous, en faire en sorte que ça n'arrive pas. Si ça devait arriver, une mairie,
d'un petit village ou d'une plus grande ville ou d'une... peu importe. C'est des murs, c'est des espaces où on peut se retrouver, où on peut protéger les personnes qui ont besoin d'être protégées, où on peut... voilà, donc c'est aussi dans cette configuration-là il me semble, on peut réfléchir. Au-delà de tout, ce qui est très compliqué, par exemple, là on parle politique, on parle démocratie, on parle femmes en politique, et quand on regarde, moi ça fait 20 ans que je travaille un peu sur ces questions, moi j'ai pas la foi là, enfin je suis inquiète, je suis triste, je sens que c'est chose qui est en train de nous arriver ici et dans le monde, et... Ouais, pour te soutenir, Kitri, moi, il y a eu des réunions où je me suis mise à chialer. Et ça fait chier parce qu'en fait, on sait qu'après, on va pas être entendu. Et là, ça va, je pense qu'on a une assemblée. Non, là, il y a une assemblée qui comprend. Kitri était là ce matin quand on a parlé de Gaza pendant 1h30. C'est... donne pas envie d'élever des enfants quand même. Le problème, c'est que j'ai 2 de mes enfants dans la salle. Coucou. Et donc et j'en ai 2 autres. Quand on est adulte, on est censé protéger nos enfants, donc préparer le monde qui est. Et donc, moi, je suis pas du tout sur dire demain, les jeunes vont nous sauver et tout. Bah, pas du tout. Moi, je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. On a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à engager, femmes, hommes confondus. Le nœud, l'alpha et l'oméga des partis politiques, c'est assez relou, en fait, parce qu'ils empêchent beaucoup de choses de se faire. C'est aussi à nous d'être beaucoup plus exigeants vis-à-vis de ces partis politiques, notamment de gauche, écolo, qui soient modérés ou radicales. Quand on parle de représentativité, quand on parle de place des femmes, quand on parle des classes populaires aussi, des personnes qui sont racisées, en fait, les partis politiques, ils sont plus grand monde, ils représentent beaucoup de personnes, en tout cas, et ils restent l'alpha et l'oméga de la vie politique, en tout cas au niveau national, je ne parle pas du local. Arrêtons d'être en compétition les unes ou les uns avec les autres. Arrêtons de faire penser aux partis politiques qui vont pouvoir faire leur marché. Arrêtons de mettre en compétition des personnes de quartier populaire avec une femme qui va venir et tout ça. Enfin, il y a aussi... je pense qu'on a une capacité de faire front. Je vous invite à regarder les travaux de démocratiser la politique qui s'adressent à l'ensemble du champ de force de gauche écologiste pour dire, pardon, maintenant ça suffit, vous arrêtez de faire votre marché. C'est aussi nous-mêmes de ne pas rentrer dans cette compétition. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on va se démerder avec ce qui est là aujourd'hui, avec les limites des partis politiques, avec leurs défaillances, avec leurs dysfonctionnements, et peut-être que de faire collectif, peut-être que de s'entraider, peut-être que dire non, en fait, je ne vais pas venir sur ta liste parce qu'en fait, là, la discussion, elle n'est pas transparente, elle n'est pas mise sur la table. Je pense qu'on doit nous-mêmes arrêter de s'infliger des pratiques qui nous bousillent les unes et les uns et les autres. Et pour autant, tout est à faire. Le mot démocratie, moi, pour moi, depuis 2005, il représente plus rien, en fait. J'ai quitté la politique en 2008 en disant, mais quand même, en 2005, moi, j'étais pour le oui, les gens votaient non. Ils ont voté non, en fait, on ne va pas revenir. Et donc, pour moi, on est toujours dans cette même page de 20 ans de... on a cru que la démocratie, c'était ce qu'on vivait, la démocratie représentative. On a pensé qu'on était au bout du chemin, mais en fait, pas du tout. On a juste oublié de travailler. Et donc, je pense que nous vivrons, je l'espère en tout cas, une autre forme, que ce soit en France ou en Europe ou dans le monde entier, un autre stade de la politique, de cette démocratie qui va nous aider à prendre en charge les crises qui s'accélèrent, qui nous vivent, et on a besoin les unes et les uns des autres. Et je doute que nos règles du jeu actuelles nous permettent de faire face à ce qu'on doit faire. Et donc, on va vivre forcément une transformation. Donc, jouer les règles du jeu aujourd'hui, oui, mais penser que demain, elles devront évoluer encore plus. Et ça fait partie de notre responsabilité. Personne ne le fera à notre place. On a dit tout à l'heure, on n'attend pas d'hommes ou de femmes providentielles. Ça n'arrivera pas. Et la phrase qui peut décrire ça, c'est « Nous sommes celles et ceux que nous attendions ». Et donc, c'est à nous de faire ce job et aussi ce job de transition.
tu veux dire un mot, vas-y, et puis on va vous passer un micro pour... Non, mais je pense que c'est important en effet de se projeter aussi vers un peu d'espérance, parce que sinon on ne peut pas vivre avec ça, sans ça du moins. Moi j'ai arrêté parce que j'ai perdu pied, puis je n'avais pas le sentiment d'avoir de la puissance, mais pour le coup, il y a quelque chose dont je suis persuadée, c'est que la solution est au local. Et ça vraiment, vous me l'enlèverez pas. Pourquoi ? Parce que quand on travaille sur des petites échelles, quand on travaille à l'échelle d'un quartier dans une grande ville comme Bordeaux, quand dans ma commune on travaille à l'échelle de la commune, ça reste encore à une taille tout à fait possible, il y a un truc formidable qui se passe, c'est regarder l'autre avec altérité, avec humanisme, le rencontrer dans sa différence. Il y a qu'un homme ou une femme politique en France qui sait mettre autour de la table des gens qui pensent pas la même chose et arriver à trouver un compromis à la fin de la réunion, c'est le maire. C'est le seul homme ou la seule femme politique qui sait faire ça. On s'égosille pas sur des plateaux télé, on n'est pas dans des jeux de pouvoir. Par contre, à un moment donné, on met les gens autour de la table, on dit ok, toi tu penses ça, toi tu penses ça, là on va pas y arriver, on fait quoi? Toi tu acceptes de mettre un poids de côté, ok, toi tu dis que lui il est comme ça, regarde-le, est-ce qu'il est vraiment comme ça? Bon voilà, on se parle, on se reconnaît entre êtres humains, on a un vrai pouvoir de fraternité, nous les maires, et donc je reviens là-dessus, je conclus là-dessus. Je pense que demain, ce qui changera le monde, c'est la fraternité. La fraternité, elle est la conséquence d'une émotion. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Julia. Aujourd'hui, il faut redonner sa place aux émotions. Il faut reprendre à zéro les enfants à l'école. Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Comment on exprime une émotion? Comment on accueille celle de l'autre? Comment on est dans l'empathie? Parce que si on refait vivre ça, on va de nouveau reconnaître l'autre comme juste un autre, pas un noir, pas une femme, pas un jeune, pas un vieux, pas un extrême droite, un gauche, juste un homme, une femme comme nous. Et là, on va pouvoir repartir, reconstruire ensemble. Donc moi, ma solution, c'est la décentralisation. On arrête avec le jacobinisme, on arrête avec la toute-puissance parisienne, on redonne le pouvoir au local. Alors, est-ce qu'il y a un micro qui circule? Après, il faut juste citer la bordelaise de l'étape, Réjeanne Sénac, l'universitaire, qui s'insurge contre le mot fraternité, qui préfère parler d'adelphité, parce que comme ça inclut les non-frères, et au premier rang desquels les sœurs, dans une table ronde sur le pouvoir au féminin, c'était obligé. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Non, on n'en a pas? Il y avait une main qui se levait? Ah, c'est un mec, la première question, ça c'est courageux, ça. Bonjour mesdames, merci pour votre parcours, votre courage surtout. J'avais une petite question. Quand on regarde la vie politique en général, la quasi-totalité des lois qui concernent les femmes sont en majorité votées par des hommes. Grosso modo. Il y a quelques années, quand il y a eu l'IVG qui rentre dans la Constitution, on a eu droit à une réflexion plutôt misogyne et sexiste de Gérard Larcher, en disant clairement que la Constitution, c'est pas un fourbi, que voilà. Comment on fait quand on est une femme politique ou une représentante politique faire face à tout ce sexisme et cette misogynie quotidienne? Je vais sortir juste un peu de la politique, mais j'ai un peu l'impression que la misogynie et le sexisme, bien évidemment, est partout. Et moi, en restauration, je l'ai vu pendant des années. Première expérience en restauration, j'avais 15 ans, resto gastro, tenue réglementaire classique, hein. Les filles, jupe, tailleur, chemisier, bon, rien d'extraordinaire. Longueur normale, hein, oui, ça surprend, mais normal. Une longueur réglementaire imposée, ni trop court ni trop long, une jupe tailleur, point. Première réflexion d'un client disant à ma collègue, de toute façon, vu votre tenue, c'est normal que vous fassiez plus de pourboire parce que le chemisier un peu plongeant, ça fait pute. J'avais 15 ans, elle s'est retournée, elle lui en a collé une, on s'est fait virer tous les deux, moi pour avoir défendu ma collègue et elle pour avoir giflé le client. Les années suivent, je me suis dit, en changeant de ville et en changeant de différents types d'établissements, ça va changer, que nenni. J'ai l'impression que souvent les patrons, malheureusement hommes, alors peut-être ça s'ouvre de plus en plus, mais beaucoup d'hommes préfèrent fermer leur gueule en le disant poliment
je fais court, que sauver les femmes. Et je me dis comment, voilà, quand on est une femme, etc., quand on reçoit des sauts de merde à longueur de journée comme ça, comment on fait pour garder la tête haute, voilà, et surtout ne pas s'effondrer comme vous avez fait après un burn-out. Ah, quelqu'un veut répondre? Non. Oui. Ah, Merci pour la question. sans problème. On laisse mûrir, hein, on cherche. Oui, moi je peux répondre. Moi j'ai été élue en 2001. Je suis maire d'une commune de 4500 habitants. Donc j'ai été élue jeune. Je ne donnerai pas mon âge, mais voilà, vous calculez, ça fait 26 ans que je suis élue. Je voulais surtout témoigner effectivement de la difficulté à laquelle on est confronté par rapport à des postures très alors machistes et patriarcales. En fait, moi je me suis retrouvée avec des Gérard, des Jean-Michel, des Jean-Claude qui, la première année où j'ai été élue, me disaient tu ferais mieux d'être chez toi à torcher tes gosses. Réponse, bah toi tu ferais mieux d'être à l'EHPAD. En fait, il y a des réponses super efficaces. Et en fait, dès lors qu'on leur parle comme ils nous parlent, parce que j'ai eu aussi d'autres remarques du type, quand je défends un dossier énergiquement, mais t'as tes règles, du coup, ok, on parle en dessous de la ceinture, et toi ta prostate, comment ça se passe? Tu te pisses toujours dessus ou... Vous voyez, enfin, il y a moyen quand même de calmer les ardeurs du patriarcat et du machisme. Et ça, je l'ai fait pendant 2 ans. Et depuis, j'ai la paix parce qu'on se dit, elle, en fait, si on lui fait une remarque de traviole, on va prendre un revers direct. Donc, en fait, j'ai envie de dire à con et demi. Moi, c'est la réponse la plus efficace que j'ai trouvée. Et je voulais surtout témoigner sur le mandat municipal homme-femme, qui est un mandat extraordinaire. Effectivement, c'est beaucoup de sacrifices personnels. J'embrasse mon fils, mes fils qui ont pâti beaucoup de ce temps, de ces heures qui se comptent en milliers d'heures, hein, au bout de tant d'années de mandat, de sacrifice de la vie familiale, la vie de couple. C'est une aventure où le conjoint doit être partant. Mais je vous incite tous et toutes, je vous incite a fortiori parce que je le fais et je le fais depuis des années, c'est une aventure humaine extraordinaire. Vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes pas tout seul, c'est une équipe. On travaille collégialement, il y a aussi du personnel dans les communes sur qui on peut s'appuyer et surtout cet échelon de travail, le local, je rejoins exactement votre constat, c'est extraordinaire. On a des possibilités d'agir en matière de politique de l'éducation, puisque dans les compétences dévolues, la commune gère tout le volet de l'école élémentaire, donc on peut faire des choses extraordinaires avec les enseignants, avec les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves. On a aussi une compétence en matière d'urbanisme, donc c'est les contours de la commune pour les 10, 20, 30 prochaines années, c'est de l'aménagement du territoire concrètement. J'ai envie de vous dire, présentez-vous. Moi, je me sens tellement seule dans ma vision. Ouais, je sers. Présentez-vous, parce qu'en fait, il y en a marre des Gérard, des Jean-Claude. Moi, je me retrouve en communauté de communes. Je suis la seule femme avec des gens qui ont une vision qui est complètement archaïque. Donc, il faut des gens comme vous aux prochaines municipales. Je vous en supplie. Venez, présentez-vous. N'attendez pas que les partis vous sollicitent. Faites des listes. Alors, je suis sincèrement désolé pour toutes les mains qui se lèvent. C'est la technique, c'est parce qu'il y a un film après avec Vincent Verza. Les 3 intervenantes, elles restent là. Voilà. S'il y en a une de vous qui a un mot de conclusion en une phrase, c'est non? Bon, bah dans ce cas-là, faites-leur un triomphe d'applaudissements et elles vont rester pour des questions. On est désolé, c'est la technique, c'est parce qu'il y a un film après. Merci infiniment à toutes les 3. Julia, ton livre sort dans quelques semaines. Camille, son livre est là dehors si vous voulez vous le faire signer. L'autrice reste avec nous. Et on est désolé, c'est la technique. Voilà. Et mon livre aussi est sur la table là-bas. Ouais, on a récupéré quelques exemplaires.
Non, mais quand même. Hein.